Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission « Il était une fois ». Ce soir, nous accueillons Brigitte Duviosard. Bonsoir Brigitte Duviosard. Bonsoir. Vous venez de publier avec Luc Taillard de Boms le livre « La philanthropie, un regard européen ». Alors avant de commencer, comment définiriez-vous la philanthropie ? Je pense qu'il y a plusieurs manières de la définir. Moi, je commencerai par dire que c'est un état d'esprit. Et puis, si on veut être un peu plus concret, la philanthropie, en fait, c'est tout ce qu'on donne, des moyens financiers, mais aussi du temps, de l'expertise, de manière désintéressée aux autres. Et en fait, pourtant, si je vous demande ce que c'est la philanthropie à vous, ou bien si je vous demande de citer un philanthrope, vous allez peut-être partir vers les États-Unis, vous allez peut-être avoir une image un peu élitiste, me citer Bill Gates ou Rockefeller. Et c'est vrai que dans notre imaginaire, en fait, le mot philanthropie, il se réfère avant tout, je crois, à une réalité américaine plutôt qu'européenne et aux élites plutôt qu'à des gens comme nous. Et c'est en pensant à cette autre philanthropie qui est très présente chez nous et qui est cet état d'esprit démocratique au fond qu'on a voulu écrire ce livre pour présenter un regard un peu décalé. Vous le soulignez, hein, la philanthropie américaine éclipse quelque peu la philanthropie européenne. Au fond, est-ce que ce n'est pas risqué que ces dons soient uniquement réservés à quelques-uns, à une forme d'élite financière ? Alors, les dons américains proviennent en partie, donc c'est vrai que c'est ce qu'on voit d'une élite financière, hein, et on dit souvent que c'est le versant humain du capitalisme, mais il y a aux États-Unis aussi toute une autre forme, enfin toute une série d'autres formes de philanthropie, et notamment la philanthropie locale, ce qu'on appelle la community philanthropy, c'est très fort développé aux États-Unis. Et chez nous, en tout cas, la philanthropie, elle émane surtout des classes moyennes, elle est faite d'une série de dons plus ou moins modestes qui reflètent vraiment la démocratie. Alors c'est vrai qu'on trouve que c'est dommage que cet imaginaire soit braqué uniquement sur la philanthropie des élites, sur les questions qu'elle pose, les ambivalences qu'elle suscite, et un peu des sentiments mitigés qu'on a. Et elle fait partie de la philanthropie, cette philanthropie des élites, mais elle ne reflète pas du tout la diversité de la réalité. Voilà. Alors précisément, vous avez étudié la philanthropie à travers les États et les lieux. Est-ce qu'elle se retrouve dans toutes les cultures, dans toutes les religions ? Donc, on n'est pas, nous, des théoriciens, des académiques. On est parti de notre pratique à la Fondation Aura-Baudouin, qui était avant tout une pratique, on va dire, locale, une pratique belge. Et on a démarré notre réflexion au moment du premier confinement, parce qu'on s'est retrouvés soudain isolés les uns des autres. Hein. On était obligés d'être un peu tout seuls chez nous. Et on s'est rendu compte, assez paradoxalement à ce moment-là, qu'il y a eu un immense élan de générosité, un immense élan de solidarité qui venait d'un peu partout et de profils tout à fait différents les uns des autres, mais qui avaient tous envie de s'engager. Et on s'est dit, au fond, c'est une vraie réalité chez nous et elle prend diverses formes. Et puis, on a eu effectivement, parce qu'on a créé un réseau international qui s'appelle Myriad, pour faciliter la philanthropie transnationale, l'impression qu'il y avait, dans une série de lieux, en Europe, mais aussi ailleurs, une philanthropie très vivante et à chaque fois très culturelle et en lien avec la société dans laquelle elle évoluait. Et donc c'est comme ça qu'on a voulu un peu montrer cette mosaïque très diversifiée. Avec une émergence au Moyen-Orient, une philanthropie plus familiale en Chine, donc on voit qu'il y a quand même des connotations locales différentes. Exactement. Est-ce qu'on ne peut pas dire que donner serait parfois une manière de se déculpabiliser ou de se valoriser pour certains ? Certainement, c'est ça aussi, peut-être pour nous tous d'ailleurs. Et heureusement, c'est plusieurs choses données. C'est vrai que c'est peut-être se déculpabiliser, c'est se faire du bien, et ça c'est la bonne nouvelle. Et c'est en même temps montrer de l'empathie et un souci des autres, mais aussi plus largement de la société. Et on le voit de la planète en fait, ça évolue. Le sous-titre de votre ouvrage est explicite, hein, un regard européen. Quelles sont les spécificités de la philanthropie à la sauce belge ? Alors c'est difficile d'en tirer des spécificités qui seraient communes parce que déjà en Belgique c'est très diversifié en fait. Il y a vraiment une palette de choses très différentes.
Ce qu'on a observé d'abord chez nous, c'était une philanthropie qui venait de la génération ou des générations qui nous précédaient, en réflexion au moment de préparer une succession, d'écrire un testament, surtout des personnes qui avaient des parcours de vie un peu particuliers, atypiques, parfois sans enfants, parfois déjà engagés, et qui se disaient au fond, moi je voudrais qu'après moi ça continue. Et donc on a une série de personnes qui nous ont confié, pour qu'on continue à gérer un peu comme elles le faisaient, un patrimoine au service de l'intérêt général. C'est comme ça que ça a démarré. Et puis on se rend compte qu'il y a toute une série d'autres façons en Belgique de faire de la philanthropie, du bénévolat. Il y en a énormément, mais aussi des dons pour une série de causes. Et donc c'est une vraie réalité très très présente et très diverse. Et au fond, les classes moyennes sont largement représentées dans cette philanthropie. Oui. Hein. C'est peut-être une des spécificités belges de cet ancrage populaire. Tout à fait. Quels sont les domaines principaux qui bénéficient de la philanthropie en Belgique? Pourriez-vous en citer quelques-uns? Alors on dit souvent que la philanthropie, ça part d'une expérience personnelle. Hein. C'est ce que je veux changer dans la société avec mes moyens, mon expérience, ma façon de voir les choses. Et souvent donc elle est liée à ce qu'on a vécu, ce qui explique sans doute qu'une bonne partie de la philanthropie part vers des questions de santé, de recherche médicale. On a eu un proche qui a été touché par une maladie grave, on a été touché par une maladie, on a vu des choses qui se passaient bien ou moins bien, on veut contribuer, soit pour remercier, soit pour pallier certains manques qu'on a constatés. Il y a aussi la solidarité de proximité. On croise tous les jours des personnes qui vivent des difficultés, mais on a envie de les aider, on a envie de les aider plus largement. Il y a tout un pan qui est lié à la culture, au patrimoine, à la sauvegarde d'éléments du patrimoine. Il y a aussi l'aide au développement. Et puis, il y a tout ce qui concerne l'environnement, la biodiversité et l'avenir de la planète. Bon, ça, c'est quelques domaines. Voilà, un large panel. Assiste-t-on à l'émergence d'un nouveau type de philanthropie? On assiste en permanence à des nouveaux types de philanthropie, mais qui ne remplacent pas les précédentes, en fait. C'est des nouvelles formes qui arrivent et qui reflètent aussi peut-être les manières d'être des nouvelles générations. Comme le financement participatif. Exactement, le financement participatif. Alors, on appelle aussi une nouvelle tendance l'investissement d'impact, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir un impact sociétal plus encore qu'un impact financier. Et donc, il y a une série de nouvelles pratiques qui arrivent, mais qui ne remplacent pas les précédentes, qui s'y ajoutent. Donc, il y a toujours un ancrage dans l'époque dans laquelle on vit, qui est vraiment très une dimension culturelle, en fait, importante. Alors, la Fondation Roi-Baudouin, hein, vous la citiez, ce sont plus de 1000 fonds. Et pour gérer ces fonds, pour vous accompagner dans la bonne gouvernance, il y a près de 4000 spécialistes qui sont à vos côtés. Ça, c'est moins connu. Leur rôle est vraiment essentiel à vos yeux. Oui, leur rôle est déterminant. En fait, on a beaucoup de chance. Hein. Je vous ai parlé du don de temps et d'expertise. Et on a effectivement actuellement plus de 4000 experts bénévoles qui viennent pour participer à ce qu'on appelle les comités de gestion, les jurys de ces fonds, et qui font en fait que c'est jamais le personnel de la Fondation Roi-Baudouin qui détermine à qui vont partir les moyens qui sont récoltés, mais ce sont ces experts qui décident des affectations. Alors ces experts, ils acceptent de travailler ensemble de façon pluridisciplinaire, mais ils reflètent aussi la diversité des différents courants de pensée de la société, et c'est eux en fait qui garantissent aussi la légitimité, je dirais, de l'action de la Fondation. Donc on a beaucoup de chance de compter sur eux, c'est vrai. Et ce sont aussi beaucoup de belles histoires que vous pouvez mettre en exergue, peut-être une en particulier. Oh, il y en a des dizaines. Hein. Alors, si je dois en choisir rapidement une, on avait par exemple un fermier qui était près de la Louvière et qui n'avait pas rencontré de femme et qui n'avait pas d'enfant et qui travaillait vraiment à tisser le lien social et la cohésion sociale dans son village. Et voyant qu'il vieillissait, il s'est dit, moi je voudrais que ça continue en fait une fois que je ne serai plus là. Et il a créé un fonds qui continue à financer aujourd'hui tout
toute une série d'actions, le club de foot, la fanfare, le théâtre de l'école de son village. Merci. Voilà. Eh bien, pour en savoir plus, merci à vous, Brigitte Duviossard. Pour en savoir plus, je vous propose de retrouver ce livre, La philanthropie en regard européen. Ce livre a été publié aux éditions Economica. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur le site Ovio ou sur celui de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre.